Bienvenue aux coulisses du labo. C'est la première émission scientifique pensée pour les professionnels de la biologie médicale, ici au Maroc. Une émission qui est produite par Nexus Diagnostics. On les remercie de nous accompagner pour soutenir activement les biologistes dans leur pratique au quotidien et puis dans leur montée en compétences aussi. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet un peu incontournable, je dirais. La norme ISO 15189. On en entend beaucoup parler, c'est souvent vu comme un peu le Graal peut-être. Pourquoi est-ce que cette norme est si fondamentale pour nos laboratoires ? Oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. En fait, c'est la référence internationale, celle qui spécifie vraiment les exigences de qualité et surtout de compétences propres au laboratoire de biologie médicale. Son objectif principal, au fond, c'est assez simple, améliorer la prise en charge des patients. D'accord, améliorer la prise en charge. Exactement. Et comment ? En s'assurant que les laboratoires soient fiables, que leurs résultats soient justes et que leurs compétences globales inspirent la confiance des patients, des médecins, de tout le système de santé, en fait. La confiance, c'est un mot qui revient souvent, j'ai l'impression, quand on parle de cette norme. Et quand on dit qu'elle spécifie les exigences, ça couvre tout le processus du laboratoire. Ah oui, absolument tout. Ça part de la demande d'analyse, donc bien avant que l'échantillon arrive sur une paillasse, la préparation du patient, le prélèvement lui-même, le transport, toute cette phase qu'on appelle préanalytique qui est critique. Oui, souvent source d'erreur d'ailleurs. Tout à fait. Ensuite, bien sûr, il y a l'analyse proprement dite, la phase analytique. Et puis, tout ce qui vient après, la validation des résultats, comment on les rend, l'interprétation et même le conseil qu'on peut apporter aux cliniciens. C'est vraiment une vision à 360 degrés du métier. Une vision très complète en effet. D'accord. Mais alors, si on se place du côté du laboratoire, quels sont les bénéfices concrets ? Parce que, on imagine bien que se mettre en conformité avec une telle norme, ça doit demander un certain effort, non ? Ah oui, l'effort, il est réel, il ne faut pas se le cacher. Mais les bénéfices, ils sont vraiment majeurs. Il y a l'évidence, la crédibilité, la reconnaissance officielle que donne l'accréditation. C'est une sorte de label qualité reconnu partout. D'accord ? Ça, c'est pour l'image, en quelque sorte. Oui, mais ça va bien au-delà de l'image. C'est surtout un engagement profond, intrinsèque, je dirais, envers l'excellence. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire mettre en place tout ce qu'il faut pour garantir la justesse des résultats. Ça veut dire aussi travailler activement à réduire les risques d'erreur à tous les niveaux. Et ça, forcément, ça renforce la sécurité du patient. C'est le but ultime. Sécurité du patient, justesse des résultats. Voilà. Et cette fiabilité, cette assurance qualité, c'est ça qui construit la confiance. La confiance des patients, bien sûr, mais aussi, et c'est crucial, la confiance des médecins, des cliniciens, qui basent leur diagnostic, leurs décisions thérapeutiques, leur suivi sur les résultats qu'on leur fournit. C'est vraiment une marque de sérieux, de fiabilité, essentielle. D'ailleurs, on sait qu'au Maroc, le nombre de laboratoires accrédités reste assez limité. Ça montre bien que c'est un chemin exigeant, mais aussi que ceux qui l'empruntent se distinguent vraiment. Oui, ça souligne la valeur ajoutée. Donc, on voit bien le lien direct. La norme impacte directement la qualité des soins offerts aux patients. C'est ça le cœur du sujet. Et vous disiez, c'est une référence internationale. Elle évolue, j'imagine. Il y a eu une nouvelle version récemment, en fin 2022, c'est ça ? Oui, tout à fait. La version 2022 est venue remplacer celle qui datait de 2012. Il y a d'ailleurs une période de transition de 3 ans, donc jusqu'à fin 2025, pour que les laboratoires déjà accrédités ou en cours d'accréditation puissent s'adapter. 3 ans, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui change fondamentalement entre ces deux versions ? Est-ce que c'est une révolution ou une évolution C'est une évolution majeure, je dirais. Peut-être pas une révolution complète, mais un changement de philosophie assez profond. Ce qui frappe le plus quand on compare les deux, c'est que la nouvelle version est beaucoup moins prescriptive. Moins prescriptive. C'est-à-dire, elle donne moins de recettes toutes faites ? Moins de comment faire ? C'est exactement ça. La version 2012 pouvait parfois être perçue, un peu caricaturalement peut-être, comme une longue checklist très détaillée. Il faut faire ci, il faut faire ça, de telle manière. La version 2022, elle se concentre beaucoup plus sur les objectifs à atteindre. Les exigences de qualité, de compétences, de sécurité, elles sont toujours là, bien sûr. Mais la norme laisse beaucoup plus de liberté et de latitude aux laboratoires pour définir eux-mêmes les moyens d'atteindre ces objectifs. Ah,
Intéressant. Oui, en fonction de leur contexte spécifique, de leur taille, de leurs activités. C'est un appel en quelque sorte à l'intelligence du laboratoire, à sa capacité à analyser sa propre situation et à mettre en place les solutions les plus pertinentes pour lui. Je vois. Mais du coup, ça implique aussi plus de responsabilité pour le laboratoire, non? Il doit être capable de justifier pourquoi il a choisi telle méthode plutôt qu'une autre pour répondre à une exigence. Tout à fait. C'est le revers de la médaille de la flexibilité. Une exigence de justification accrue. Et ça va parfaitement de pair avec l'autre grand changement de cette version 2022. Qui est? L'accent qui est mis, de façon vraiment massive, sur la gestion des risques. C'était déjà présent en 2012, mais là, c'est vraiment central. L'idée, c'est que le laboratoire doit identifier, de manière proactive à toutes les étapes de son processus, les risques potentiels. Notamment, et c'est nouveau et important, les risques de préjudice pour le patient. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner et avoir un impact négatif sur le patient? Donc on passe d'une logique de conformité à une logique de prévention active du danger pour le patient. C'est tout à fait ça. Identifier les risques, les évaluer, mettre en place des actions pour les maîtriser et aussi, symétriquement, identifier les opportunités d'amélioration. Comment peut-on faire mieux? Point. Des notions comme le plan de continuité d'activité, par exemple, deviennent beaucoup plus explicites. Comment on assure le service même en cas de problème majeur? Oui, c'est crucial ça. Et tout ça avec le patient encore plus au centre. Son bien-être, sa satisfaction, mais aussi ses droits, l'éthique, l'impartialité, la confidentialité. Ces aspects sont vraiment renforcés. Cette approche par le risque, ça doit vraiment changer la perspective au quotidien dans le labo, j'imagine. Ce n'est plus seulement appliquer la procédure, mais c'est pourquoi cette procédure? Est-elle la meilleure pour éviter tel risque? C'est exactement l'esprit. Ça demande une culture qualité différente, plus réflexive peut-être. Il y a aussi quelques changements, disons, plus formels. Par exemple, l'exigence d'avoir un manuel qualité unique et monolithique, ça disparaît du texte de la norme. Ah, bon. Le fameux manuel qualité. Oui, Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus de documentation ou de système qualité, bien au contraire. Mais la forme est plus souple. Pareil pour la désignation formelle d'un responsable qualité. La fonction est essentielle, bien sûr, la responsabilité doit être attribuée, mais l'obligation d'avoir une personne unique avec ce titre spécifique, elle, n'est plus textuellement exigée. d'accord. Plus de souplesse dans l'organisation, en somme. Voilà. Et un dernier point notable, la nouvelle version intègre maintenant formellement les exigences spécifiques pour les examens de biologie médicale délocalisés, les EBMD ou POCT en anglais, Point of Care Testing. C'était un peu à part avant, maintenant c'est clairement dans le périmètre de l'ISO 15189. Compris. Donc, en résumé, moins prescriptif, plus accès objectif et risque, le patient au centre, plus de flexibilité organisationnelle et l'intégration des EBMD. C'est un vrai changement de paradigme quand même. Et alors, pour un laboratoire qui voudrait se lancer, obtenir cette accréditation version 2022 ou même transitionner depuis la 2012, concrètement, ça se passe comment? C'est quoi le parcours continu? C'est important ça. Oui, parce que l'accréditation, ce n'est pas un diplôme qu'on accroche au mur une fois pour toutes. C'est un état d'esprit, une démarche qui doit vivre au quotidien. Et ça commence par une impulsion très forte de la direction. Sans le soutien et l'implication de la direction, c'est quasiment impossible. Et l'impulsion de venir d'en haut. Absolument. Ensuite, il faut des ressources. Des ressources humaines, bien sûr. Il faut former le personnel, l'impliquer, le sensibiliser. C'est vraiment l'affaire de toute l'équipe, du technicien au biologiste, en passant par l'accueil et la logistique. Chacun a son rôle. Et puis, il faut des ressources matérielles et financières. Ça peut impliquer de mettre à niveau certains équipements, d'investir dans des logiciels, de renforcer la métrologie. La métrologie. C'est-à-dire tout ce qui concerne la justesse des mesures. Par exemple, s'assurer que les températures des réfrigérateurs, des congélateurs, des étuves sont correctement contrôlées et qualifiées. La qualification des enceintes thermiques, c'est un point très regardé lors des audits, par exemple. Ça demande du temps, des équipements spécifiques, parfois des prestataires. D'accord. Donc, direction impliquée, équipe mobilisée et des moyens financiers et techniques. Et les étapes, c'est quoi le processus typique? Classiquement, il y a une phase de préparation assez longue. C'est là qu'on met en conformité tous les processus du laboratoire avec les exigences de la norme. On rédige ou on met à jour la documentation nécessaire, les procédures, les modes opératoires, les enregistrements.
Ensuite, une fois qu'on pense être prêt, on réalise généralement un audit interne. C'est une sorte d'auto-évaluation pour vérifier qu'on a bien couvert toutes les exigences et identifier les points faibles restants. Un audit à blanc, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Puis vient l'étape de l'audit externe, réalisé par l'organisme d'accréditation compétent. Ce sont des auditeurs externes qui viennent passer plusieurs jours dans le laboratoire pour évaluer la conformité. Et si l'audit se passe bien, ou après avoir corrigé les éventuels écarts constatés, le laboratoire obtient l'accréditation. Mais comme je le disais, ce n'est pas fini. Ah non. Non, parce qu'il y a ensuite des audits de surveillance réguliers, souvent annuels, pour vérifier que le système qualité est maintenu et qu'il continue de s'améliorer. Et périodiquement un audit de renouvellement complet. C'est vraiment un cycle continu. D'accord. On comprend mieux pourquoi vous parliez d'engagement continu. C'est un chemin exigeant. J'imagine que ça représente aussi des délais et des coûts non négligeables. Oui, il faut être réaliste. Entre le début de la démarche et l'obtention de l'accréditation, il peut se passer 1 an, 2 ans, parfois plus, selon la taille du labo et son point de départ. Et oui, il y a des coûts directs, les frais d'audit, les investissements, et des coûts indirects, le temps passé par le personnel. C'est pour ça que beaucoup de laboratoires choisissent de commencer par un périmètre d'accréditation limité. C'est-à-dire? Ils ne demandent pas l'accréditation pour toutes leurs analyses d'un coup, mais seulement pour une partie, par exemple un secteur particulier comme la biochimie ou l'hématologie. Une fois que ce premier périmètre est accrédité et que le système est rodé, ils peuvent demander à étendre l'accréditation à d'autres domaines. C'est une démarche progressive plus gérable. D'accord. Une approche par étapes. C'est logique. Bon, on voit bien de cette norme ISO 15189, c'est bien plus qu'un simple certificat affiché. C'est une véritable démarche de fond, une culture d'amélioration continue qui est entièrement tournée vers quoi? Vers la fiabilité des diagnostics et la sécurité des patients. Exactement. C'est un engagement collectif vers l'excellence. Et cet engagement, il doit vraiment s'incarner, vivre au quotidien dans toutes les pratiques du laboratoire. Ce n'est pas juste des papiers, c'est une façon de travailler. Absolument. Et peut-être pour conclure et lancer une petite réflexion chez nos auditeurs biologistes. Maintenant que cette nouvelle version 2022 met tant l'accent sur l'analyse de risque, sur la centralité du patient, tout en offrant, on l'a vu, plus de souplesse dans les moyens, la question qu'on pourrait se poser, c'est 1. Comment est-ce que cela peut transformer, au-delà des procédures écrites, l'état d'esprit, la culture qualité au sein de votre laboratoire, jour après jour? Comment faire vivre cette philosophie au quotidien? Voilà. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés dans les coulisses du labo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Pour en savoir plus sur les automates et les gammes que Nexus Diagnostic distribue au Maroc, vous pouvez visiter notre site web www.nexusdiagnostics.ma. À très bientôt pour une nouvelle exploration.